Un ami de longue date et du futur. Tel m'apparaît William Quan Judge, et tel, sans doute, il apparaît à beaucoup d'autres personnes dans ce pays comme ailleurs. Le premier traité théosophique que j'ai lu fut son épitomée de théosophie, et ma première rencontre avec lui changea tout le cours de ma vie. Je lui fis confiance, à ce moment-là, comme maintenant j'ai confiance en lui, et en tous ceux en qui il avait confiance. Il me semble que la confiance est le lien qui unit, qui fait la force du mouvement, car elle procède du cœur. Et cette confiance qu'il a inspirée n'a pas été amenée à demeurer comme une confiance aveugle, car, à mesure que le temps s'est écoulé, que l'énergie, la solidité et la dévotion de l'étudiant sont devenues plus marquées, le véritable WKQJ s'est révélé de plus en plus, jusqu'à ce que le pouvoir qui rayonnait à travers lui se manifeste en chacun, comme une aide toujours présente dans le travail. Et cela persiste encore aujourd'hui, comme un centre vivant dans chaque cœur qui lui a fait confiance, un point de focalisation pour les rayons du grand messager à venir. Après m'être engagé dans un travail actif dans la Société théosophique à Boston pendant plus de 7 ans, ce fut mon karma d'être amené à le contacter dans bien des circonstances différentes à travers les crises diverses, locales et générales par lesquelles la société a pu passer sans encombre. Dans toutes ces difficultés, ce fut sa voix qui fournit le courage et les avis nécessaires, sa main qui conduisit les tensions jusqu'à une issue harmonieuse. De son extraordinaire pouvoir d'organisation, de sa merveilleuse pénétration dans le caractère et la capacité des individus, de son aptitude à changer des maux apparents en pouvoirs bénéfiques, j'ai eu de bien nombreuses preuves. Qu'il ait été un grand occultiste, beaucoup le savent, par une expérience individuelle, mais nul n'a sondé les profondeurs de son pouvoir et de sa connaissance. En ce qui le concerne, le futur dévoilera beaucoup de ce qui est actuellement caché et montrera la portée réelle du travail de sa vie. Nous savons que pour nous, ce travail s'est révélé un inestimable bienfait qui doit être, par nous, communiqué aux autres. Les lignes directrices ont été tracées pour nous par HPB, WQJ et les maîtres. Nous pouvons reprendre, comme notre mot d'ordre, ce qu'il nous a donné lors du décès de HPB. Travaillez, soyez vigilants et attendez. Nous n'aurons pas longtemps à attendre. Ce texte est tiré de The Path, publié en mai 1896 et écrit par Robert Crosby. Merci beaucoup. Hélène ? Amis, bonsoir. Alors, nous allons tout d'abord nous demander qui était William Quan Judge. Ceux qui l'ont approché, l'ont-ils vraiment connu? Nous venons d'entendre un texte de Robert Crosby qu'il a rencontré et il nous donne une description assez exhaustive, semble-t-il, et met en valeur ses qualités. Mais il dit quelque part ailleurs, nous citons, en tant qu'étudiant et compagnon de travail de Judge, dans les débuts de la Société théosophique, il m'est très difficile de parler en termes appropriés de ce personnage. Il n'est pas facile de faire comprendre ce que fut réellement cet être, ni de transmettre à l'esprit des autres tout ce qui peut se trouver dans le mien après l'avoir connu. Donc, il nous dit par là qu'il reste quand même une part de mystère quant à la personnalité de Judge. Nous allons voir que nous allons retrouver aussi, au cours de cet exposé, d'autres zones de mystère. Alors, aujourd'hui, il a été dit, c'est une séance commémorative. Il a été souligné aussi, mais je pense que c'est nécessaire de le rappeler. Il n'y a pas de culte de la personnalité à la loge parce que c'est toujours dangereux.
Cependant, il est, nous semble-t-il, nécessaire, et c'est une tradition qui a été maintenue depuis que la loge existe, c'est que on peut rendre hommage à ceux qui nous ont tant donné et qui ont été l'âme de la loge. En plus, en ce qui concerne Judge, nous verrons plus tard qu'il n'a pas été reconnu complètement par un certain nombre d'individus et qu'il en a souffert. Ceci pour dire de façon un peu édulcorée qu'il a été très attaqué. De plus, nous aimerions aussi rendre hommage à l'héritage qu'il nous laisse. Cet héritage qui est grand et qui est compris dans tous les livres qu'il nous a laissés. Ça fait partie des choses qui servent et qui sont aussi l'âme de la loge, bien sûr avec Blavatsky. Alors, nous allons essayer de voir en quoi il était un exemple. Ce ne sera pas trop difficile. Et comment nous pouvons essayer, à notre niveau, d'imiter son exemple. Si nous prenons une photo de Judge, que voyons-nous? Eh bien, tout d'abord, nous voyons un homme assez beau, faut le dire, un bel homme. Mais ce qui nous interpelle davantage encore, c'est son regard. Il a vraiment un regard qui vient d'ailleurs. Et nous mentionnons cela parce que c'était aussi une caractéristique importante chez Madame Blavatsky, son regard. Et comme nous allons voir que tous deux sont intimement liés, eh bien, nous voyons déjà qu'il y a quelque chose dans le regard qui est commun et qui semble venir d'ailleurs. Commençons par sa vie. Il est né en Irlande d'une famille nombreuse en 1851. Signalons au passage que l'Irlande est une terre intéressante dans la mesure où le surnaturel y avait sa place et il l'a toujours, que c'est une île très ancienne et que ses habitants ont une croyance innée dans ce qui est surnaturel. Mais voilà qu'à l'âge de 7 ans, nous savons que 7 ans c'est un âge charnière pour les enfants, eh bien le petit Judge est très malade et tellement malade qu'il va mourir. Le médecin qui est à son chevet, toute la famille autour, constate avec évidemment désespoir qu'il meurt. Très peu de temps après, voilà que le petit garçon revient à la vie et qu'il est, heureusement, il est vivant. Alors là, il faut quand même mentionner que il s'est passé quelque chose de très important qui est quand même un mystère pour nous, mais quand on a un peu une connaissance de certaines formes, disons étranges, mais qui existent dans l'enseignement ésotérique, il est possible à un être élevé d'utiliser le corps d'une personne qui justement vient de décéder, et on appelle ça un corps d'emprunt, et qui lui permet de s'incarner plus vite. Il semblerait que cela ait été le cas de Judge. Nous verrons plus tard que, effectivement, ça va se confirmer dans le fond de sa personnalité. À partir de là, d'ailleurs, cet enfant, de façon inattendue, a montré une grande attirance pour tout ce qui était mystique.
même à un âge peu avancé, il avait déjà brusquement ces tendances qui se sont révélées. Ce qui viendrait corroborer cette thèse du corps d'emprunt. Lorsqu'il avait 13 ans, la famille a décidé d'émigrer en Amérique. C'est la grande époque où il y a eu évidemment beaucoup d'émigration en Amérique. Et le petit Judge, il était déjà, disons, adolescent, 13 ans, suit sa famille en Amérique. À partir de là, il va faire des études de droit, spécialisées dans le droit commercial. Il va se marier. Il aura aussi un enfant qui malheureusement va mourir en bas âge, vers 6-7 ans. Donc jusque-là, nous voyons le déroulement d'une vie, disons, relativement normale, classique. En 1874, il est encore assez jeune, il doit avoir dans les 23 ans. C'est en lisant les fameux articles du colonel Olcott sur les phénomènes spirites qui faisaient beaucoup de bruit à l'époque en Amérique et qui avaient fait l'objet de publications de nombreux articles, qu'il s'intéresse au sujet. Il entend parler de Madame Blavatsky et du coup, il écrit à Olcott et il lui demande s'il pourrait la rencontrer. Et c'est comme ça que ça s'est fait, assez simplement. C'est que Olcott l'a présenté à Madame Blavatsky lorsque ils habitaient à New York à l'époque. Et à partir de ce moment, il devient un visiteur assidu. Ça veut dire que très vite, évidemment, il s'est passé quelque chose. Nous connaissons cette phrase, mais nous aimerions la répéter. Lorsque Judge a vu Madame Blavatsky pour la première fois, voilà ce qu'il dit. Ce fut son regard qui m'attira, celui de quelqu'un que j'avais dû connaître dans un lointain passé, dans d'autres vies. Je vis par ce regard qui jamais ne changea par la suite, qu'elle me reconnut dès cette première heure. On voit que cette rencontre, c'était quelque chose de spécial qui a permis à deux êtres qui venaient du même monde, ce monde mystique que nous connaissons ou que nous allons découvrir, que ces deux êtres se sont à nouveau rencontrés et se sont reconnus. Et c'est au cours de cette période où justement Judge devient un visiteur, un habitué, disons, des réunions, qu'un jour, il y a eu l'idée de former une société qui s'occuperait d'étudier des sujets spirituels, mystiques. Alors, ça semble avoir été comme ça une idée qui a germé un soir de réunion où on discutait de la pyramide, des dimensions, des mesures de la pyramide en Égypte. En fait, il y avait derrière évidemment déjà un plan et c'était seulement la concrétisation de ce plan qui a eu lieu ce jour-là. Donc, la société a été fondée, elle a pris le nom de Société théosophique. Il y a eu plusieurs cofondateurs à ce moment-là, mais signalons que Judge était l'un des 3 principaux fondateurs de la Société théosophique, et cela à 24 ans, et que, en fait, ça nous l'apprenons
par la suite, ce sont les trois, à savoir Colonel Olcott, Madame Blavatsky, Judge. Ce sont les seuls qui sont restés fidèles au mouvement, à son esprit, à tout. Ce sont ces trois cofondateurs. Il est important de savoir déjà que Judge était parmi eux, ce jeune homme de 24 ans qui est resté fidèle, loyal jusqu'au bout. Alors à partir de là, on se met au travail, bien entendu, et nous savons que pendant cette période, eh bien, Madame Blavatsky a sollicité l'aide de Judge pour travailler à son Isis dévoilée, ce qui est déjà aussi un signe quand même de son statut, vu son jeune âge et ses capacités pour pouvoir travailler à ce genre d'ouvrage. Alors, le temps passe, nous arrivons fin 1878, nous sommes obligés d'avoir quelques dates pour s'y retrouver, et c'est là que les deux cofondateurs principaux, à savoir le colonel Olcott et Madame Blavatsky, peuvent enfin partir pour l'Inde. Ça, c'est le grand événement de cette année. Et Judge, évidemment, son souhait le plus cher, ce serait de les accompagner. Mais voilà qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, il reçoit des consignes qui font qu'il doit rester pour s'occuper du développement de la théosophie en Amérique. C'est très dur pour lui, il le dit. Après, il se plaindra qu'on l'a laissé seul, plus ou moins. Bon, mais apparemment, ça faisait partie des tests qu'il devait subir. Et puis, les ordres, il faut les suivre finalement. Alors, il s'est senti évidemment seul, mais il a quand même tenu bon. En plus, il avait un foyer qui était assez hostile parce que non seulement sa femme, mais la famille qui vivait avec eux, plus ou moins, était complètement fermée à tout ce qui était occultiste. C'était des méthodistes un peu rigides, et en plus, Judge n'était pas soutenu et il pouvait même pas discuter avec des proches. Ce qui l'a soutenu pendant cette période, c'est d'avoir une correspondance avec un chela indien qui s'appelle Damodar Mavalankar, qui était lui en Inde et qui déjà pouvait lui faire passer dans ses messages non seulement une aide, une consolation, mais aussi déjà une atmosphère de ce qui se passait là-bas. Donc, ce qui permettait à Judge de pas être coupé complètement. L'autre événement majeur qui va se produire, c'est que en 1884, donc nous voyons quand même 6 ans après le départ de Blavatsky-Olcott, c'est assez long, hein, eh bien, il reçoit l'autorisation de partir pour l'Inde. C'était son rêve. Et ça y est, il part. Alors évidemment, il fallait quand même s'arrêter avant, à l'époque, voyager, il fallait s'arrêter en chemin. Donc, il a rencontré à Paris HPB et Olcott qui, eux, ont fait une escale assez longue en Europe pour diverses raisons. Et la venue de Judge a coïncidé avec leur arrivée. On se rend compte que c'était sûrement pas par hasard. D'ailleurs, c'est lui qui va les chercher à leur arrivée à Paris. Et là, il va pouvoir rester un certain temps en contact avec Madame Blavatsky. Ce contact lui manquait énormément parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'ils étaient séparés. Et
il reçoit un nouvel ordre, donc un ordre des maîtres, évidemment. C'est qu'il ne va pas partir tout de suite en Inde, mais il doit rester pour aider HPB à travailler à sa doctrine secrète. Encore une fois, nous voyons que le niveau qu'il a déjà pour être à la hauteur pourrait aider Madame Blavatsky à rédiger ce livre. Ça nous donne une idée de ses capacités intellectuelles extrêmement élevées. Alors, signalons quand même en passant que lors du séjour à Paris, il y a eu aussi un séjour à Enghien, qui n'est pas loin de Paris, et que Judge nous a laissé de très belles pages sur cette période qui doit faire à peu près dans les 3 semaines, où là, ils étaient un tout petit groupe et que quand on lit ces pages, on se rend compte que ça a dû être une période extraordinaire parce que Madame Blavatsky était là presque que pour eux. Ils étaient quoi, 4 ou 5 ou peut-être 6. Et c'est intéressant de voir cette ambiance, cette osmose qu'il y avait entre eux, qui travaillaient et qui le soir se retrouvaient toujours dans ces sujets. Bon, alors le temps passant quand même, fin juin 84, ça y est, il va enfin en Inde. Son grand rêve. En fait, signalons, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que il y a eu une énorme conspiration contre Madame Blavatsky en Inde. Sans vouloir développer parce que ce serait très long, disons qu'elle avait des ennemis, entre autres les missionnaires chrétiens, pour ne mentionner que cela, et que il y a eu tout un complot dirigé pour elle, pour faire tomber son autorité, pour dénigrer toute sa connaissance et même ses relations avec les maîtres de sagesse. Donc Judge, en fait, une de ses missions, c'était d'enquêter sur les fraudes, d'enquêter sur la situation à ce moment-là, pour aider à y voir plus clair et pour faire des rapports. Il y a les domestiques ont été accusés d'avoir falsifié un meuble qui permettait de produire des phénomènes. Alors, tout ça, il a mis noir sur blanc avec d'autres. C'était un objet de sa mission. Il y a aussi autre chose qu'il faut mentionner pour essayer de cerner sa personnalité, c'est que il y a un moment pendant ce séjour en Inde où il a disparu. Bon, quelques jours, enfin peut-être, je sais plus, une semaine, 10 jours, on ne sait pas où il était. Et ça semble révéler qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce quelque chose doit rester secret, puisque on n'en a pas connaissance, mais il est réapparu après cette période, et on peut dire que quand il est rentré en Amérique, eh bien, tout le monde a constaté un changement dans sa personnalité. Un changement, évidemment, en encore plus de capacité, encore plus de talent et encore plus d'idées pour le travail. Alors, à ce moment, il a demandé, enfin, on lui a accordé, avec l'accord de HPB et d'Olcott, de former la section américaine. Et c'est là que il va démarrer un magazine en 86 qui s'appelle The Path, le sentier. Ce magazine va être un énorme succès et va contribuer à faire connaître les enseignements d'une façon assez spectaculaire. Et dans ces articles, il suffit de regarder la table des matières, on s'aperçoit qu'aucun sujet ne lui échappe.
c'est la vie pratique, c'est l'organisation du mouvement, c'est l'occultisme, c'est tous les sujets sont pour lui. On dirait qu'il connaît tout, qu'il peut écrire sur tout. Ensuite, il y aura d'autres livres importants. Alors, dans l'ordre, nous avons les Ptolémées, dont Robert Crosby a fait l'éloge dans la lecture. Et là, c'est très important de s'arrêter un petit peu. Il va republier les aphorismes de Patanjali et la Bhagavad Gita. Des livres anciens de l'Orient qui ont une renommée depuis toujours. Et c'est en ce sens que nous verrons que Judge a été défini comme le pont entre les deux manas. Manas signifiant le mental, pour ceux qui ne savent pas, entre le mental américain et le mental indien, ou plutôt la connaissance ésotérique transhimalayenne. Et ça, c'est très important par rapport à l'Occident. Il a opéré une jonction dans l'enseignement entre l'Orient et l'Occident. Voyons ce qu'il nous dit à propos de la Bhagavad Gita. Alors, il parle donc des gens qui devraient lire la Bhagavad Gita. Elle leur donnera de la nourriture pour des siècles si seulement ils la lisent avec des yeux spirituels. Sous son apparence extérieure se trouve l'esprit vivant qui nous éclairera tous. Je l'ai lu 10 fois avant d'y trouver des choses que je n'avais pas vues au premier abord. Pendant la nuit, les idées qu'elle contient sont digérées et retournées partiellement au mental le lendemain. Elle est le sujet d'étude des adeptes. Intéressant de signaler comment il la qualifie. Et il dira par ailleurs, c'est valable aussi pour beaucoup de livres théosophiques, tous ces livres sont doués d'une vie qui leur est propre, qui modifie les vibrations. Nous pensons aussi par là à la doctrine secrète de Madame Blavatsky, où il est dit que se plonger dans son étude va développer l'intuition. Voyons que ces livres ne sont pas seulement des manuels théoriques, ça se passe comme ci, comme ça, c'est plus que ça. Il y a aussi une âme à l'intérieur de ces livres. Ensuite, nous avons les lettres qui m'ont aidé. Et ces lettres sont aussi absolument primordiales parce que elles nous révèlent que Judge est un véritable occultiste. En effet, comment peut-on écrire ce qu'il écrit si on ne l'a pas vécu soi-même? Parce qu'en fait, c'est pas marqué ailleurs. Hein. Il y a des manuels d'occultisme, il y en a plein, mais trouver les conseils qu'il donne, on sent que c'est du vécu. Ensuite, nous avons l'océan de théosophie, qui est vraiment, on ne peut pas dire son œuvre la plus importante, elles sont toutes importantes et complémentaires. Mais l'océan de théosophie, il est très important en ce sens qu'il va mettre dans un langage accessible à tous l'enseignement de Madame Blavatsky, qui est parfois ardu. Vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. L'océan, nous dirons que c'est une synthèse magistrale de la doctrine secrète, qui est capable de faire une synthèse de la doctrine secrète. Il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes. Il nous suffit de regarder la table des matières de l'océan pour voir qu'il y a tout. C'est vraiment le condensé, c'est la totalité de l'enseignement.
Et tout ceci dans un livre de volume assez modeste finalement. Nous avons les maîtres qui sont à l'origine du mouvement théosophique, de la société théosophique, qui travaillent au bien et à l'illumination spirituelle de l'humanité. Nous avons la constitution de l'homme qui nous enseigne que nous avons 7 aspects et c'est grâce à ces 7 aspects que nous allons pouvoir avoir accès à une certaine connaissance ésotérique qui va répondre à beaucoup de questions. Le corps astral, Kama désir, le mental, tout ceci avec la réincarnation qui répond à une question fondamentale de l'existence. Que faisons-nous ici? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on se réincarne et qu'au fil des réincarnations, on a ainsi l'occasion d'expérimenter tout ce qui sera nécessaire au développement de notre âme. Karma, on nous enseigne toutes les lois de la nature, car c'est un univers de lois. Karma, ce qui fait que ce que nous semons, nous le récoltons et que tout est justice. Les cycles, la vie après la mort, etc., etc. Il y a tout l'enseignement dans ce livre. Et comme il dit dans l'introduction, on peut commencer à barboter dans l'océan à son début. C'est accessible même à ceux qui savent pas nager. Et au fur et à mesure, on pourra aller plus loin quand on aura développé d'autres qualités et on peut aller très loin dans la connaissance. Revenons aux lettres qui m'ont aidé, parce que dans ces lettres, il y a aussi ce chapitre très important qui s'adresse à ceux qui ont une aspiration à devenir des disciples éventuels. Il nous donne des clés, des conseils. Enfin, il nous explique vraiment le maximum pour qu'on puisse se lancer dans cette entreprise. Et nous aimerions lire un passage de ces lettres parce que c'est impossible évidemment d'en citer plein, on aurait envie. Mais ce passage nous parle spécialement. Quelle est donc finalement la panacée, le talisman royal? C'est le devoir, l'altruisme. Le devoir que l'on suit avec persévérance est le yoga le plus haut et vaut mieux que les mantras, les postures ou toute autre chose. Si vous ne pouvez rien faire d'autre que votre devoir, il vous mènera au but. Et mes chers amis, je puis le jurer, les maîtres nous observent tous, sans erreur possible, quand nous atteignons le point voulu et le méritons réellement, il se manifeste à nous. Maintenant, nous aimerions revenir, non, pardon, un peu après. Alors, Judge donc continue un travail extraordinaire. Les branches se développent en Amérique. Enfin, c'est vraiment un succès. Mais voilà que, à un certain moment, c'est-à-dire en 1895, ça fait à peu près 4 ans après que Madame Blavatsky ait quitté son corps, voilà que Judge, comme elle d'ailleurs, est attaqué. Mais alors, pas une petite attaque, hein. Une attaque terrible. On l'accuse d'avoir fait un mauvais usage des noms des maîtres et de leur écriture, rien moins que ça. Qu'il se targue de communication ininterrompue avec les maîtres et qu'il aurait envoyé des messages
écrits et envoyés par les maîtres. Voilà une accusation de fraude. Sous-entendu, c'est pas vrai, il a inventé tout ça. Alors, premièrement, quand on connaît le personnage et sa connaissance du monde occulte, ce sont des personnes qui ne connaissaient pas Judge pour s'être lancé là-dedans. Il avait lui aussi des ennemis, évidemment. Mais en plus, cela dénote, de la part de ces personnes, d'une complète ignorance des précipitations occultes. Alors, pour essayer d'expliquer brièvement ce phénomène, ce sont jamais les maîtres eux-mêmes qui prennent un papier et une plume. Ils impriment leurs messages par l'intermédiaire de leurs disciples. Et ces messages apparaissent dans leur écriture, parce que c'est un processus occulte qui fait que ça, dans l'astral, il y a un mécanisme qu'ils connaissent et qu'ils peuvent faire ça. Autrement dit, les Shélas, ce sont les intermédiaires qui peuvent recevoir ces messages. Et Judge lui dit aussi, les maîtres m'ont enseigné l'occultisme et m'ont montré comment produire les phénomènes et les précipitations de leurs écrits. Alors, évidemment, il réfute toutes ces accusations. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ce qui s'est passé, ce serait assez ennuyeux, mais il faut savoir qu'il y a un dossier gigantesque, qu'il y a des articles, des lettres, chacun s'y est mis, moi je pense ci, moi je pense ça, etc. Mais tout ça au détriment de Judge. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est pour quelqu'un de sincère d'être en but à ce genre de calomnie. Le résultat, c'est qu'il y a une scission entre la société théosophique et la section américaine, c'est-à-dire que la section de la théosophie en Amérique se détache, devient un corps indépendant et ça devient la section américaine. Alors, c'est lui le président. Tout ça, ça n'a pas arrangé sa santé qui était déjà très, très mauvaise. Et en fait, il meurt le 21 mars 1896 à l'âge de 45 ans. C'est pour ça que le 21 mars de chaque année, nous commémorons ce personnage important du mouvement. Nous aimerions maintenant revenir sur la relation de Judge et HPB. En 1888, une décision a été prise en coopération avec Judge de créer une section ésotérique. Et en fait, Judge va assister Blavatsky dans cette tâche. Il s'agit en fait, pour certaines personnes qui en ont exprimé un vif désir, d'aller plus loin dans l'étude de la philosophie ésotérique. Et il y a aussi cette possibilité d'en apprendre davantage sur l'état de Sheila, dont nous parlions juste avant dans les lettres qui m'ont aidé. C'est en fait se dévouer à un stade encore plus élevé, plus profond à la cause des maîtres. Et donc, signalons que HPB Blavatsky demandait à Judge de l'aider dans cette tâche. Alors, ses relations avec HPB. D'abord, il a été dit qu'il est le seul représentant d'HPB en Amérique. Souvenons-nous, quand ils se sont rencontrés, ce regard qui a fait qu'ils se sont reconnus. Ils avaient des liens karmiques très, très serrés. Et on dit aussi que
en tant que pont, parce que ces agents des maîtres, ce sont des ponts. Il est dit quelque part que Judge est le pont pour les Occidentaux avec le monde des maîtres. Non, pardon. Oui. La porte, pardon, alors je prends le terme de porte, ce qui est synonyme de pont, pareil. La porte pour les Occidentaux passe par Judge, celle du monde par HPB. Ce sont des êtres qui sont des intermédiaires, mais pas seulement, ils font la liaison. Nous verrons pourquoi nous devons rester fidèles à ces agents si nous voulons rester en contact. Tout à l'heure, nous avons signalé que Judge a été aussi décrit comme le pont entre les deux manas. Et une chose qu'il faut regarder, c'est que Judge est resté fidèle à son engagement. Il est resté fidèle à Blavatsky jusqu'à la fin. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il n'a jamais faibli. Alors qu'il y avait déjà des mouvements, hein. C'était à droite, à gauche, on crée des sections, des sociétés, autre chose. Ça valsait un petit peu partout. Mais Judge, il était à son poste et il se laissait pas distraire. Donc, on voit que nous ne pouvons pas séparer Judge, HPB de Judge. Il faut comprendre que ces personnages, ils représentent une porte qui ouvre les avenues de la connaissance. Ça veut dire quoi, une porte? Ça veut dire que il y a une ligne directe de communication. Pour en bénéficier de cette ligne directe, on pourrait dire, il faut évidemment rester fidèle à ses agents, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont cette capacité. Et il y a une autre condition importante qui est nécessaire, nous dit-on. Il faut adhérer au programme des maîtres. Les maîtres ont un programme. Très important, ce mot de programme. Ça paraît, oui, bon, ils ont un programme. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui est fondateur de tout le mouvement. Eh bien, HPB et Judge, ils connaissent ce programme. Et ils s'y tiennent. Ils s'y tiennent. Ils peuvent pas faire autre chose que ça. C'est ce qui va nous amener à voir que il faut rester fidèle au grand fondateur. Nous allons voir ça encore. Maintenant, nous allons aborder la dernière partie, l'exemple de Judge. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut faire une sélection. Et il semblerait que les trois piliers de, disons, de la société ou de la loge, quel que soit le nom qu'il y ait eu au fil des âges, c'est toujours la théosophie derrière. Étudier, pratiquer, enseigner. À savoir, une connaissance qui correspond à la tête, une éthique qui correspond au cœur, des moyens d'action qui correspondent aux mains. Il s'agit de réunir harmonieusement ces trois aspects. Judge, évidemment, il les a ces trois aspects fondamentaux. Il a travaillé toute sa vie, il n'a fait que travailler et encore travailler pour la loge des maîtres, pour éclairer le mental de la race, pour répondre aux questions fondamentales, enfin un travail intérieur pour que l'être devienne conscient qu'il est un être spirituel. Il a enseigné, il a passé son temps, dire qu'il a consacré son travail à écrire, entre parenthèses, comme Blavatsky.
et à être. Alors, moyen d'action, oui, moyen d'action, il nous les a donnés. Il l'a montré par son exemple, parce que lui, il était actif, il voyageait d'une branche à l'autre, publiait son magazine, publiait ses livres, répondait aux questions dans un forum. Maintenant, un emploi du temps absolument plus que complet. Alors, si nous appliquons ces trois piliers, je les appelle autrement, hein, mais trois piliers à nous, pour faire la même chose à notre niveau, eh bien, c'est facile. Nous étudions, nous travaillons, nous étudions la religion sagesse. C'est déjà un des premiers buts de la loge. Nous mettrons en pratique, sinon nous ne profitons pas de l'enseignement, il n'a plus de valeur, il ne circule pas. Et puis enfin, on le redonne, parce qu'on ne peut pas garder quelque chose pour soi. Il faut que le mouvement soit conservé pour que ça vive en nous et dans les autres. Donc, on peut prendre ces trois exemples, ce qu'il a fait lui à une échelle plus grande, nous la faisons à notre échelle. Il y a une liaison entre les trois, c'est qu'il faut rester fidèle à HPB et à Judge. Dans la déclaration, on commence par ça. Pourquoi faut-il rester fidèle à HPB et à Judge? Parce que nous avons vu que ce sont eux les liens, ce sont eux les ponts directs. Alors, pour terminer, nous allons parler un peu de Judge en tant qu'être, c'est-à-dire ce que nous en savons par tout ce que les gens ont écrit, parce que nous, bien sûr, ne l'avons pas rencontré, mais nous avons quand même une approche possible. C'était un organisateur hors pair, déjà. Responsable pour un continent à son âge. Il est, on le répétera jamais assez, loyal, il est resté jusqu'au bout loyal envers HPB, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, hein, rappelons-nous. Il y a quand même eu en Angleterre un noyau à la fin qui était fidèle. On pourrait dire de Judge que c'est un homme authentique, avec tout ce que cela comporte. Et il est resté fidèle à la cause, parce que, bon, HPB, en tant qu'agent, pas à la personnalité, à l'être, mais à ce qu'elle représente, fidèle à la cause jusqu'au bout. Il est donc le lien, le pont. Il y a plusieurs mots qui illustrent bien cette fonction. Le lien entre le monde des maîtres et le monde des hommes. Comme Blavatsky, évidemment, mais on ne peut pas les séparer tous les deux. Alors, disons-nous bien que dans ses écrits, comme dans ceux de Blavatsky, nous entrons en contact avec ce lien. Pourquoi devons-nous rester au grand fondateur? Je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais développer. Parce que le lien vivant passe par eux. Ce sont les ponts. Ils ne sont plus là physiquement, dommage d'ailleurs, mais ils sont présents dans leurs écrits. Ce qu'on a dit tout à l'heure à propos, ce que Judge a dit, pardon, à propos des vibrations de certains livres qui vont entrer dans la partie profonde intérieure de notre être. Tout ça, c'est pas seulement lire, ah, c'est intéressant, je lis ce qui se passe, etc. Après la mort, les globes, tout ça. Non, ça va plus loin que ça. Et pour terminer, nous allons citer encore pris un peu au hasard parce que tout est intéressant. Quelques lignes qui nous paraissent assez bien résumées. Judge. Le tout premier pas dans le véritable mysticisme et l'occultisme réel,
consiste à essayer d'embrasser tout ce que signifie la fraternité universelle, sans laquelle le plus haut progrès dans la pratique de la magie est finalement réduit en cendres. À force de répandre l'idée de la fraternité universelle, la vérité en toute chose pourra être découverte. Ce qu'il faudrait, c'est une connaissance réelle de la condition spirituelle de l'homme, de son but et de sa destinée. C'est ce que ces agents des maîtres se sont efforcés de faire pendant toute leur vie, et à nous de voir s'ils ont réussi. L'héritage qu'ils nous ont laissé semble quand même dire que merci pour tout ce qu'ils nous ont laissé. Voilà, c'est la fin. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la conclusion de cette soirée qui est dédiée à William Quanjudge et à tous les aspects qui ont été évoqués de sa vie. Un message que l'on pourrait garder de tout ce qui vient d'être dit, et notamment à propos de la vibration, c'est dans un de ses articles qui s'intitule Home, Judge dit pour lui en tant que pour la théosophie, il dit Home a une signification. Bien entendu, c'est après avoir expliqué ce que ce mot qui est si important et qui et la résonance qu'il y a dans toute la nature, etc., a comme signification, on va dire, pratique pour l'homme. Il représente ce courant de méditation qui est sous-jacent dans chacun. Et donc, plus l'individu, chaque homme, donc, utilise ces vibrations, ce courant de méditation pour le bien universel, comme il a été parlé de fraternité universelle dans le sens le plus élevé, le plus large possible, et bien plus ces vibrations auront un impact, et Judge préconise que cette attitude intérieure soit constamment maintenue par chacun quand il est engagé ou occupé à exécuter des corvées très tout à fait, on va dire, banales. Donc, il s'agit là de développer une attitude intérieure où finalement on mène cette vie spirituelle. Et un aspect très, très simple aussi qui donne une explication à ce qu'il vient de dire à propos de quelque chose de très métaphysique se trouve contenu d'un extrait d'une lecture de ces lettres qui m'ont aidé, qui ont été citées à plusieurs reprises durant l'exposé, à la page 215. Et cet extrait sera la conclusion de notre soirée. Yves? Oui. Faites ce que vous avez à faire maintenant et ne vous tourmentez pas du reste. Il sera pris en compte en temps voulu. Mais ce qui vous aidera dans tous ces problèmes, c'est d'être satisfait, de faire ce que vous pouvez et de laisser aller le reste. Agissez avec un motif élevé, nourrissez des sentiments aimants envers tous, faites chaque jour une petite action de bonté ou une autre et tâchez de vous représenter qu'au bout de tout cela, il y aura bonheur et paix pour l'humanité entière. Alors un avant-goût de cette paix entrera dans votre propre cœur. Il existe un côté lumineux à la vie, et ce qui en fait la lumière, c'est l'amour que chacun de nous est capable d'avoir pour l'humanité. Merci. Bonne soirée, amis.
Merci, au revoir. Merci beaucoup et bonsoir. Merci. Merci.